Et c'est un sujet sensible en France, pour ne pas dire explosif. Sortir du nucléaire, est-ce possible à moyen terme? L'Hexagone est le pays le plus nucléarisé au monde par rapport à son nombre d'habitants. 58 réacteurs en tout, une filière qui pèse lourd aussi dans l'économie. Mais le presque tout nucléaire pose aussi la question d'une trop grande dépendance, sans parler du risque du vieillissement des centrales. Alors peut-on s'en passer? Oui. C'est ce que répondent les antinucléaires dont vous faites partie. Yves Marignac, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt. Négawatt qui a sorti, il y a quelques jours justement, un scénario dans lequel la France pourrait se passer du nucléaire et du pétrole d'ici à 2050. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de ce scénario? Alors bonsoir, oui, mais je vais commencer par préciser que Négawatt et moi-même ne sommes pas anti-nucléaires. L'approche que nous défendons est bien plus largement une approche de soutenabilité de notre modèle énergétique. Et il s'agit à la fois effectivement de ce modèle énergétique et il s'agit à la fois effectivement de sortir d'une dépendance au nucléaire, mais aussi bien sûr de sortir d'une dépendance aux énergies fossiles et de faire notre part au niveau français dans la lutte contre le changement climatique. Et justement, scénario alors. Voilà, le scénario Négawatt, il repose sur une démarche qui est toute simple en réalité, qui consiste à ne plus consommer de l'énergie quand elle ne rend aucun service, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique, à utiliser des appareils les plus performants possibles dans toute la chaîne énergétique, et puis au niveau des ressources, à remplacer progressivement le nucléaire et les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Quand on regarde secteur par secteur, usage par usage, de manière très détaillée, et en se donnant du temps, c'est un scénario à l'horizon 2050, on peut effectivement arriver à l'horizon 2050 à 100% d'énergie renouvelable en France. Alors, vous parliez de sobriété énergétique. Diviser par deux la consommation d'énergie en France, c'est prévu dans la loi de transition énergétique. Mais comment y parvenir, selon vous, par l'éducation ou par la coercition? Alors, c'est évidemment pas par la coercition, c'est évidemment par l'éducation, c'est surtout par la création des conditions permettant aux gens de mieux consommer l'énergie. Aujourd'hui, on souffre de mal consommer l'énergie, d'en consommer beaucoup trop par moment, mais aussi on souffre de précarité énergétique, c'est-à-dire des gens n'ont pas les moyens de se chauffer. Il faut mettre en œuvre, par exemple, un grand programme de rénovation thermique des bâtiments, ce qui veut dire mettre en place des formations d'artisans, des offres, du financement, etc. Il faut mettre en place des grands changements dans la mobilité, aller vers des solutions où on peut utiliser différentes voitures pour différents usages au lieu, comme aujourd'hui, d'être obligé en quelque sorte d'être propriétaire d'une voiture, une grosse berline, 5 places, taillée pour rouler à 130 km. Partagée, en fait, du véhicule. Voilà, oui. on utilise l'essentiel du temps à 30 km/h tout seul en ville, une voiture qui n'est pas du tout taillée pour cet usage. Donc voilà, aller vers des solutions de type autopartage, vers le transfert modal bien sûr. Donc c'est... Qu'est-ce que c'est ça, le transfert modal? Le transfert modal, pardon, c'est le fait de remplacer progressivement une partie de nos transports en voiture par des transports collectifs, par de la mobilité douce aussi, faire de la place à la circulation douce en ville. Donc il y a plein de choses à faire. Ça passe par les comportements, mais ça passe surtout par la création, dans les politiques publiques nationales et des collectivités, des conditions de ce changement. Et justement, vous parliez des comportements. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont prêts à revoir leur mode de vie? Je crois, oui. J'avais, en 2012-2013, j'étais membre du secrétariat général du débat national sur la transition énergétique et on avait eu une grande journée d'interrogation de panels citoyens dans différentes régions sur l'opportunité, la nécessité de la transition énergétique. Et il était vraiment remonté cette idée que les Français sont capables complètement de comprendre la nécessité de ce changement, du fait du changement climatique, de l'épuisement des ressources, et tout à fait prêts à s'y engager, à condition de ne pas être les seuls, à condition que les collectivités, que les entreprises jouent le jeu et les y aident. Alors, il y a beaucoup de blocages en France sur la sortie du nucléaire. L'argument économique est souvent le plus fort. Areva explique notamment sur son site que le chiffre d'affaires des exportations est de 6 milliards d'euros annuels en moyenne et surtout que le secteur nucléaire emploie directement ou indirectement 410 000 personnes en France. Alors il y a bien sûr le spectre du chômage qui est bien là, on l'a vu aussi à Fessenheim avec des syndicats qui veulent avant tout défendre les emplois. Mais un accord semble avoir été trouvé cette semaine pour démanteler la plus vieille centrale nucléaire française. On va regarder un sujet de la rédaction de France 2. C'est la première étape vers un démantèlement de la centrale de Fessenheim.
Le conseil d'administration d'EDF a adopté un accord d'indemnisation. 446 millions d'euros versés à l'entreprise par l'État pour compenser la fermeture anticipée de la centrale. Une décision juste selon la ministre de l'écologie. Je prends acte de cette décision qui est une décision équilibrée et progressive. C'est un bon compromis. D'abord, il n'y a pas de suppression d'emplois, il n'y a pas de licenciement. Ça, c'est très important. Fermer Fessenheim, c'était une promesse de campagne de François Hollande. Pourquoi Fessenheim ? Parce que c'est la plus vieille de nos centrales. À quelques mois de la fin de son mandat, le gouvernement a mis la pression sur EDF. Et l'entreprise a cédé car elle a pu obtenir 2 contreparties. Une extension du délai pour construire le PR de Flamanville, dont le chantier a pris du retard, et le redémarrage d'un réacteur de Paluel en Seine-Maritime, à l'arrêt depuis 2015. Le processus devra être confirmé dans quelques semaines. Il faudra alors démanteler la centrale. Une opération qui commencerait en 2018 et qui pourrait durer 20 ans à cause des matières radioactives. Actuellement, 9 réacteurs nucléaires sont en cours de démantèlement dans le pays. Celui de Brennilis en Bretagne, commencé en 1985, coûtera 480 millions d'euros. Pour Fessenheim, ce serait au moins le double. Alors on l'a entendu, pas de licenciement, a affirmé Ségolène Royal. Pour vous, ces démantèlements ne vont pas créer de chômage ? Alors, avant ça, j'aimerais revenir sur l'importance du nucléaire dans l'économie française. Vous avez cité un chiffre de 6 milliards à l'exportation. Chiffre d'Areva, je le rappelle. Tout à fait, non, mais qui est un chiffre effectivement confirmé par les statistiques officielles. Le chiffre d'affaires à l'exportation des énergies renouvelables par l'industrie allemande, il se situe régulièrement entre 13 et 15 milliards. C'est simplement pour remettre en perspective les choses et pour dire simplement que l'opportunité pour la France de changer de stratégie industrielle et d'aller effectivement vers les renouvelables, d'investir dans la maîtrise de l'énergie et les renouvelables plutôt que dans le nucléaire, elle est à la fois bonne pour notre système énergétique, mais pour notre industrie et pour notre exportation. Maintenant, effectivement, il faut le faire sans drame social. Et c'est tout l'enjeu d'une planification de l'arrêt des réacteurs pour redéployer les salariés sur les centrales existantes et pour mettre en place des plans de reconversion. C'est bien ça qui est en jeu dans l'accord. Ça coûte aussi très cher. Et justement, en pleine année présidentielle, est-ce que vous croyez que les futurs gouvernements vont forcément s'y atteler aussi de tenir ? Alors, on voit les projets à gauche ou à droite qui sont très différents sur la sortie du nucléaire. Il y a effectivement des projets très différents. C'est d'abord quand même une grande nouveauté et une bonne chose qu'en France, on ait dans le champ politique des projets très différents portés en la matière, parce qu'on a pendant des décennies eu une espèce d'unanimité autour d'un mythe, de la grandeur nucléaire française. Donc, qu'il y ait des options différentes est une bonne chose. Après, quelles que soient les options des uns et des autres, je pense qu'ils se heurteront à un réalisme nécessaire. La poursuite du nucléaire qui est promue par certains aujourd'hui, elle représente pour la prolongation du parc pour fonctionner 10 à 20 ans de plus, notre parc qui s'approche de 40 ans de durée de vie, elle représente probablement 100 à 150 milliards d'investissements. C'est une capacité d'investissement qu'EDF n'a pas aujourd'hui. C'est un chantier industriel qu'EDF n'est pas en mesure de mener. Donc, quelle que soit la volonté des uns et des autres, je pense que la réorientation va être une réalité qui s'impose. Est-ce que vous avez adressé ce scénario de négawatts de sortie du nucléaire aux principaux candidats à la présidentielle ? Alors, encore une fois, le scénario négawatt n'est pas un scénario de sortie du nucléaire, mais un scénario de transition énergétique globale. Nous l'avons présenté publiquement mercredi. C'est un exercice qu'on fait rarement, puisque le précédent datait de 2011. Nous l'avons présenté... Oui, vous avez un calendrier précis, en tout cas, par rapport à la présidentielle. Oui, on essaye effectivement de s'inscrire dans le rythme des grands débats nationaux sur ces questions, puisqu'il nous semble que l'énergie, la transition énergétique est un grand débat de société. On l'a rendu public, on l'a communiqué à l'ensemble des organisations que ça peut concerner, et on se rend évidemment disponible pour en parler, pour aller porter nos propositions auprès des différents candidats à la présidentielle, mais aussi auprès de différents acteurs, organisations syndicales, patronales,
collectivités, etc. Alors justement, est-ce que vous en avez discuté avec les équipes de François Fillon et de Marine Le Pen qui sont, eux, pour un maintien du parc nucléaire français en l'état actuel, en accompagnant aussi le maintien des vieilles centrales? Alors très clairement, nous n'avons discuté encore avec aucune équipe. Même si certains candidats se réclament ou font référence en tout cas dans leur programme ou dans leurs interventions au scénario Négawatt. C'est pour nous un travail en deux temps. On a d'abord rendu public pour tous ce scénario et nos propositions. Et puis on va maintenant, on arrive dans le temps de la proposition et j'espère qu'on pourra effectivement rencontrer notamment les équipes de M. Fillon pour éventuellement porter nos propositions auprès de lui. Je pense encore une fois que certains candidats, et il en fait partie, restent dans ce domaine dans un registre qui est celui du mythe du nucléaire construit dans les années 70 et 80 et pas du tout dans une analyse réaliste des conditions actuelles à la fois dans lesquelles se trouve la filière nucléaire et dans lesquelles se trouve le marché de l'énergie européen. Merci Yves Marignac d'avoir été avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt qui a sorti donc ce scénario de transition énergétique. Merci. D'avoir été avec nous.